En général, Christian, merci beaucoup. J'appelle tout de suite, nous avons pris un peu de retard sur l'agenda, mais les interventions et introductions étaient tout à fait pertinentes et très intéressantes. Les participants de la première table ronde et Julien Malizard, l'animateur, à rejoindre la tribune. Vous êtes placés et vous, de votre côté, et également derrière vos écrans, préparez vos questions. Des micros vous seront proposés. Nous vous demandons simplement pour des règles sanitaires de poser les micros, de garder vos masques en posant vos questions lorsque la session des questions-réponses interviendra. Merci beaucoup. Je passe la parole à Julien. Bonjour à tous. Merci Olivier pour ce passage de flambeau. J'ai le plaisir d'animer cette première table ronde intitulée « Quel rôle de l'exportation de défense pour la souveraineté de la France ?» Comme ça a été rappelé, je vais passer très vite ma petite introduction. L'année 2021 aura été marquée par de nombreuses annonces sur le front des exportations. Pour ne citer que les événements les plus marquants, l'Australie a décidé de mettre un terme au contrat de sous-marin pour préférer une solution américaine. Annonce suivie quelques jours plus tard par la confirmation d'un contrat de frégate de défense et d'intervention à la Grèce. Dans le domaine terrestre, d'autres succès. Entre autres succès, la République tchèque a fait le choix d'acquérir 52 canons César produits par Nexter. Et enfin, encore plus récemment, les Émirats arabes unis ont décidé de l'achat de 80 avions Rafale. En définitive, l'année 2021 s'annonce exceptionnelle et il semble que le niveau de commande dépassera le pic de 2015. Donc les enjeux ont été déjà pour partie brossés, ils sont multiples et c'est ce que nous verrons dans cette table ronde. Il y aura tout d'abord la problématique de la demande internationale pour les matériels français dans un contexte d'incertitude stratégique. Ensuite, les exportations d'armement revêtent une dimension stratégique car elles engagent des partenariats de long terme. Et enfin, dans un contexte d'augmentation de la pression concurrentielle, elles permettent de compléter la commande nationale et ainsi de préserver sur le long terme les compétences de l'industrie de défense. Donc pour examiner ces différents enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir sur la scène Lucie Béraud-Sudreau du CIPRI, Bertrand Lemeur de la DGRIS, Thierry Carlier de la DGA et Olivier Travers de Nexter. Donc sans plus attendre, Lucie Béraud-Sudreau, vous êtes directrice du programme Dépenses militaires et production d'armement et vous avez notamment écrit un ouvrage remarquable intitulé French Arms Export, The Business of Sovereignty. Donc pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dresser les principales tendances du marché des exportations sur les 10 dernières années? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ça fonctionne très bien. Merci pour cette question, Julien, pour cette introduction. J'avais préparé une petite présentation. Je suis pas... Voilà, c'est ça. Donc pour commencer, sur cette question, disons, du panorama des tendances sur le marché de l'armement, on peut voir ça un peu sous deux aspects. Le premier, c'est effectivement celui de la demande. Donc quelles sont les tendances en matière de dépenses militaires mondiales? Donc en 2020, ces dépenses militaires mondiales ont atteint à peu près 2000 milliards de dollars américains. Donc en 2020, sur les dernières données qui sont publiées par l'Institut pour lequel je travaille, et donc qui étaient 2,6% plus élevées que l'année précédente en 2019 et 9% de plus que sur une trajectoire de 10 ans. Donc ce qu'on peut voir en fait sur une trajectoire de 10 ans des dépenses militaires, c'est qu'il y a deux périodes qui se distinguent. La première, c'est vraiment l'après-crise financière. Donc après 2008-2009, on va avoir une réduction des dépenses militaires suite aux cures d'austérité dans les pays occidentaux, notamment États-Unis, Europe. Mais dans le reste du monde, la dépense militaire va continuer à croître. Donc c'est plutôt le Moyen-Orient, l'Asie, la Russie, restent des régions où les dépenses militaires augmentent. Mais on va avoir un tournant en fait à partir de 2014-2015. Et là, un peu un retournement de tendance. Donc suite à l'invasion de la Crimée par la Russie, les pays européens vont recommencer à augmenter les dépenses. Aux États-Unis, on va avoir un changement d'administration avec l'administration Trump qui également fait remonter les dépenses aux États-Unis. Tandis que dans d'autres parties du monde, les budgets vont plutôt diminuer. Donc c'est le cas des pays du Moyen-Orient, ceux pour lesquels on a des informations disponibles, où là, avec les chutes du cours du pétrole, autour de 2015, il va y avoir plutôt une réduction des dépenses. Et de même, en Russie, suite aux sanctions prise contre la Russie et également la chute des prix du gaz, la Russie va avoir plutôt une diminution des dépenses militaires. Donc ça, c'est un peu pour les grandes tendances. J'avais prévu de vous parler un peu plus en détail, mais je crois que le temps est un peu court. Donc je ne sais pas si vraiment je peux vous prendre les grands pays un par un.
Peut-être juste sur les sujets, les pays qui vont peut-être vous intéresser le plus. Alors la Chine, qui est donc le deuxième plus gros budget mondial après les États-Unis, qui vraiment domine le panorama mondial en termes de dépenses militaires. Donc la Chine est le deuxième plus gros budget au monde, ça représente 13% des dépenses mondiales environ, et s'est élevé à 250 milliards de dollars à peu près en 2020. Et ce qu'il faut noter sur la Chine, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la base de données du CIPRI, donc qui trace les dépenses militaires de tous les pays du monde, la Chine est la plus longue séquence d'augmentation ininterrompue qu'on a depuis la fin des années 80. Donc c'est vraiment une trajectoire assez forte. Et de manière générale, sur l'Asie, donc l'Asie est tirée par la Chine, on va avoir de même une croissance continue depuis 1989. Et on compte dans les 15 premiers, vous voyez dans le tableau qui est projeté derrière moi, parmi les 15 premiers budgets mondiaux, 5 pays d'Asie. Donc la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Je vais peut-être juste faire un petit mot juste sur l'Europe, parce que je pense que c'est une tendance assez intéressante en termes de dépenses militaires mondiales. Donc comme je vous disais, les pays européens ont plutôt coupé dans les dépenses après la crise financière de 2008. Mais on a un retournement donc, depuis 2014-2015. Et en fait, cette réaugmentation des dépenses européennes a d'abord commencé par les pays de l'Est et du Nord. Effectivement, les pays qui géographiquement sont plus proches de la Russie. Mais aujourd'hui, cette augmentation est vraiment frappante dans tous les pays d'Europe, donc y compris sur les plus gros budgets, qui sont donc le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. On va aussi avoir des tendances à la hausse sur ces dernières années. Mais juste pour vous donner vraiment des exemples assez frappants, sur 2020, la Roumanie a augmenté ses dépenses militaires de 21%, la République tchèque de 9,5%, la Pologne de 8,7%, donc c'est vraiment des taux de croissance assez élevés sur ces pays-là. Donc ça, c'est pour le côté, la demande, on va dire, en matière d'armement. Si maintenant on regarde un peu ce qu'on voit en termes de flux, Julien m'a demandé de faire un panorama un peu exhaustif, autant que possible. Là, en termes de tendance, sur une dizaine d'années, on est quand même sur quelque chose d'assez stable en matière dans le marché de l'armement, c'est-à-dire que c'est quand même les mêmes pays qui vont dominer les exportations. Donc encore une fois, les États-Unis. Le graphique que vous voyez là, c'est les 10 plus gros exportateurs sur la période 2016-2020. Mais c'est disons, une hiérarchie qui est assez stable sur le marché quasiment encore une fois, depuis que le CIPRI mesure ces flux d'armement. Donc les États-Unis dominent à hauteur de 37%, la Russie 20%, puis ensuite on a la France, donc 8%, l'Allemagne, puis la Chine. Et le Royaume-Uni. Donc entre ces 6 pays, c'est toujours ces 6-là qui dominent. Et on a vraiment une stabilité assez forte. Je pense qu'on va reparler de l'émergence des nouveaux acteurs, mais il y a quand même rarement des percées. Là, ce qu'on a vu plus récemment, c'est l'émergence de la Corée du Sud dans le top 10. Je vais faire juste sur la demande. Donc ça va être assez corrélé effectivement avec les dépenses militaires. Donc les plus grandes régions importatrices sont l'Asie et l'Océanie. C'est les plus grands exportateurs, le top 25 des plus grands exportateurs. Mais sur les importations, on a l'Asie-Océanie qui domine, qui représente 42% du volume total des importations sur les 5 dernières années. Et parmi les 10 plus gros importateurs, 5 se trouvent en Asie-Océanie, avec l'Inde, l'Australie, la Chine, la Corée du Sud et le Pakistan. En Europe, on a également, effectivement, ça suit cette tendance que je vous disais sur l'augmentation des dépenses militaires. Les importations d'armement par les États européens est aussi en augmentation de 22% depuis 2011. Donc ça suit effectivement l'augmentation des budgets. Mais 56% de ces importations vers l'Europe proviennent des États-Unis, avec notamment les avions de combat, donc les F-35 qui sont vendus en Europe. Et enfin, on va avoir le Moyen-Orient comme une des principales régions d'importation, qui sont également en augmentation. Et 4 des 10 principaux États importateurs se trouvent au Moyen-Orient. Donc on va avoir l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Donc voilà, c'est un peu ce panorama assez rapide du marché de l'armement. Merci. Et donc ça a déjà été très succinctement évoqué, mais on voit qu'à côté d'acteurs traditionnels comme les États-Unis ou la Russie, il y a l'émergence de nouveaux acteurs. On peut penser à la Turquie, la Corée du Sud, même les Émirats. Quelle place occupent-ils dans le paysage global ? Merci. Je vais remettre mon PowerPoint qui est reparti à zéro. Donc si on voit dans ce tableau qui est donc le top 25 des plus grands exportateurs, nous ce qu'on observe c'est l'émergence de quelques acteurs clés. Je pense que vous les connaissez, c'est notamment la Corée du Sud. On note aussi l'émergence de la Turquie, des Émirats Arabes Unis.
Donc ça reste quand même des pays qui n'ont qu'une faible part du volume international des ventes d'armes, entre 0,5% et 2,7% du marché sur les 5 dernières années. Mais c'est 3 pays qui ont vraiment investi dans leur industrie d'armement domestique, avec cette idée qu'on va avoir un peu en France aussi d'autonomie stratégique. Donc c'est vraiment des investissements sur le temps long de la part de ces 3 pays et qui portent aujourd'hui leurs fruits sur le marché de l'armement. Par contre, dans le cas de ces 3 pays, c'est des États qui ont beaucoup bénéficié des transferts de technologie de la part des pays occidentaux pour développer leur industrie de défense. Et on voit tout à l'heure le top 100 des plus grandes industries d'armement a été évoqué en mot d'introduction. C'est aussi des données que nous on produit. Et on va voir aussi donc, des entreprises de ces pays qui émergent dans le top 100 des industries de défense. Merci. Et dernière question, la vente de l'avion Rafale aux Émirats pour un total estimé à peu près 16 milliards d'euros vient rappeler que la France occupe une place centrale dans les exportations mondiales, et vous l'avez rappelé dans les statistiques. Comment qualifieriez-vous la dynamique de la France sur les 10 dernières années, et quelles sont les perspectives à moyen et long terme, en particulier en Europe ? Donc sur la place de la France, donc, nous sur les données du CIPRI, on voit effectivement une augmentation de la place de la France dans ce marché. Donc sur la période 2016-2020, la France était le 3e plus gros exportateur, derrière les États-Unis et la Russie, avec 8% environ du total des exportations. Et c'est donc en croissance par rapport, disons, aux 5 années précédentes, où cette part de marché était de 5,6%. Donc la France est passée devant la Chine, en fait, sur le top 5 des exportateurs. Donc une des explications principales, c'est bien sûr les livraisons de Rafale à ses premiers clients, donc l'Égypte, l'Inde et le Qatar. Et donc avec les livraisons prévues sur la Grèce, la Croatie et les Émirats, cette trajectoire va bien sûr continuer. Et là, les données que je vous montre sur le PowerPoint sont celles issues directement du rapport au Parlement 2021. Donc la courbe qui est intéressante à regarder, c'est celle des livraisons, c'est la courbe en bleu, qui montre effectivement également, comme nos données du CIPRI, une augmentation constante, avec une petite chute en 2020, mais qui est principalement due au Covid, qui a dû perturber quelques livraisons. Et juste peut-être en guise de conclusion, voilà, également issu du rapport au Parlement sur les exportations de la France, les principaux clients. On va noter, on parlait des coopérations européennes, que pour l'instant, il y a encore peu de pays européens qui sont parmi les principaux clients, à part la Belgique qui en numéro 6. Merci. Merci d'avoir, pour partie, rattrapé le temps aussi. On va continuer notre analyse en allant un peu plus loin dans la vision désormais étatique. Et je me tourne vers Bertrand Lemeur. Vous êtes directeur chargé de la stratégie de défense, de la prospective, de la contre-prolifération au sein de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, DGRIS, je ne le dirai plus. Et auparavant, vous étiez en poste au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les enjeux politico-stratégiques associés aux exportations d'armement ? Je crois que c'est une vaste question. Je pense qu'il faut... comment dire on observe en fait une évolution. La perception qu'on a à la DGRIS, c'est qu'on observe une évolution, et qu'on observe une évolution qui est d'ailleurs particulièrement marquée par l'affaire des sous-marins australiens, qui est quelque part que, d'abord, le monde est de moins en moins stable, de moins en moins, ou je dirais plutôt de plus en plus dangereux. Et je crois il y a une montée des tensions que tout le monde perçoit, mais qui est partagée par beaucoup, et qui d'ailleurs n'est pas totalement reflétée dans les chiffres qu'on vient de voir. Par exemple, effectivement, on peut avoir l'impression que le budget de la Chine est bien inférieur au budget des États-Unis en matière d'armement. Maintenant, si vous corrigez ça par des critères comme la parité du pouvoir d'achat ou des phénomènes ou des indicateurs un peu comme ceux-là, vous apercevez que le budget de la Chine, le budget de défense de la Chine, ne serait-ce que le budget officiel, pour ne pas parler du budget caché, que vous avez peut-être d'ailleurs normalisé, mais le budget de la Chine est beaucoup plus élevé, probablement plus près de 80%, enfin 70 ou 80% dans nos analyses à nous de ce qu'est le budget de la Chine. Donc le monde devient plus dangereux. J'ai cité la Chine. Je crois que personne n'a pu manquer le relèvement d'un certain nombre de tensions liées à
la Russie, la Turquie, ceux qu'on va appeler nos compétiteurs, qui sont nos compétiteurs, mais qui sont un peu des compétiteurs de tout le monde. Donc c'est au moins une vision partagée. Et de ce fait, on constate que beaucoup de pays ont besoin de ce que je vais appeler des systèmes de réassurance, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, beaucoup de gens se disaient l'armement, et c'est une évolution ce sont des signaux faibles, je vous parle là de signaux faibles, mais beaucoup de gens percevaient les exportations d'armement comme étant des utilities, pour ce que diraient les Britanniques, c'est-à-dire voilà, un pays a besoin d'un équipement militaire et va chercher, dans une logique d'acheteur, à trouver d'abord le meilleur au meilleur prix, peut-être éventuellement avec une dimension stratégique, mais je crois que moi j'introduirais trois niveaux en fait, et c'est surtout du troisième niveau que je vais parler. Vous avez bien entendu tout un flux d'exportation que je connais bien au SGDSN, je les voyais toutes passer, qui sont des exportations tout à fait respectables, mais soit d'équipements, soit de petits systèmes, de tout petits systèmes, qui font vivre beaucoup de PME d'ailleurs, mais de tout petits systèmes qui n'ont pas d'impact sur la structure d'un outil opérationnel. Vous avez ensuite quelques systèmes qui sont des systèmes que je mettrais dans une espèce de milieu de gamme, qui pour les industriels peuvent être des gros systèmes. On a parlé tout à l'heure des canons, enfin des César pour le Danemark, mais ce ne sont pas des choses qui structurent complètement l'outil de défense d'un pays. J'ai beaucoup d'amitié pour Nexter. J'ai quand même été au conseil d'administration pendant quelques années. Et puis après, vous avez vous avez des systèmes, les gros systèmes, ceux qui structurent complètement l'outil de défense et ceux qui sont les pivots de la construction de l'outil de défense. Et en fait, on s'aperçoit, surtout vu de la DGRIS, où on fait quand même un peu de ce qu'on appelle habituellement le pôle 1000, on s'aperçoit que beaucoup de pays sont en demande d'une relation de réassurance et de liens stratégiques avec, entre guillemets, des grands pays pour, quelque part, avoir des équipements, bien sûr, de très haut niveau, mais surtout relever le prix, je vais le formuler comme ça, relever le prix de ce que serait une agression sur leur territoire ou une agression qui serait tournée contre eux. Donc il faut bien comprendre que pour beaucoup de pays, et cela se traduit pour ces pays-là, dès lors qu'on touche aux gros systèmes, à ces objets structurants, et vous le verrez partout, vous ne le verrez pas parce que ce sera classifié, mais vous en verrez les signaux faibles. Pour beaucoup de ces pays, la vente de ces systèmes s'accompagne de tout un, entre guillemets, package. Un package de relations stratégiques qui sont le partage de l'analyse de la situation régionale, le partage des enjeux opérationnels. C'est accompagné par tout un tas de prestations annexes qui mettent en jeu ce qu'on va appeler le sous-texte, c'est-à-dire une implication plus ou moins grande, mais plutôt de plus en plus en tout cas, de nos armées et autres, dans la formation, dans l'accompagnement ou dans le soutien des forces locales. Et c'est un vrai changement. On voit beaucoup de pays qui sont dans cette logique-là en disant vous allez nous aider effectivement sur un plan opérationnel, mais comme on partage l'analyse stratégique, comme on a des échanges stratégiques qui d'ailleurs quelquefois vont au-delà du simple militaire, mais c'est vraiment sur des questions de stabilité régionale et autres, on vous demande de nous accompagner en nous aidant à élever le prix d'une intervention qui serait tournée vers nous, à la fois par nos capacités et par le fait que nous ayons une alliance avec vous ou un partenariat qui nous garantit que vous serez dans notre camp et vous nous aiderez en cas d'agression. Et donc je crois que c'est une évolution assez majeure de ces dernières années. Et pour cela, ces partenariats, ces approches un peu structurantes ne peuvent concerner que les quelques pays, souvent occidentaux. Enfin, le monde est en train de se binariser, mais c'est un autre sujet, ça pourrait faire l'objet d'un autre colloque. Mais en tout cas, pour les pays occidentaux, ça ne peut s'adresser qu'à quelques pays qui présentent une palette à la fois industrielle, bien entendu technologique, mais aussi une palette opérationnelle très complète qui donne des assurances à nos clients, aux clients en tout cas de l'industrie française, que ça n'est pas simplement le fait d'aller acheter une voiture chez le concessionnaire, mais c'est d'acheter une voiture et une bonne part de l'écosystème ou de l'environnement qui l'accompagne. Donc je crois que c'est ça aujourd'hui l'évolution principale.
Merci. On constate aussi que les exportations d'armement sont soumises à de nombreuses contraintes de nature juridique et politique. En pratique, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment l'État traite-t-il les demandes d'exportation d'armement, et en particulier, si on veut aller plus loin dans le sujet européen, quelle priorité est accordée à l'Europe de la défense? Alors je dirais que l'État traite bien les exportations, bien à la fois, enfin c'est le général Durieux qui l'a dit, il connaît le système parfaitement. Contrairement à ce qu'on entend ou à ce que certains sous-entendent, l'analyse des exportations d'armement et de toutes les demandes qui sont formulées est une analyse approfondie. C'est une analyse qui, bien entendu, regarde toutes les règles et tous les traités que nous nous sommes donnés ou auxquels nous nous sommes, j'allais dire, abonnés, que ce soit des règles nationales ou des règles internationales comme le traité sur le commerce des armes ou la position commune de l'Union européenne. Et tout ça fait partie de critères absolument drastiques et de règles qu'on se donne et qu'on respecte, quoi que puissent en dire un certain nombre des détracteurs de la politique d'exportation de la France. Mais au-delà de ça, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'il y a dans ce système, je ne vous ferai pas la liste des critères du TCA ou de ces choses-là, mais il y a dans ce système toute une dimension, là encore géostratégique, mais également de renseignement. C'est-à-dire que c'est vrai, il est vrai que vu de l'extérieur, quelquefois, certaines décisions peuvent interpeller, je peux le comprendre, mais il faut vraiment avoir la conviction, ou en tout cas la certitude, que plus les décisions paraissent sensibles ou controversées, plus en fait elles ont fait l'objet d'une analyse exhaustive qui implique bien entendu les ministères des armées, des affaires étrangères, de l'économie, mais aussi, et ça se voit moins, toute une analyse en termes de renseignements et de connaissances qu'on a de la pratique, des pratiques passées et actuelles de nos clients, pour nous assurer que la France ne s'expose pas en termes d'usage et ne contribue pas à la déstabilisation internationale. D'ailleurs, j'ai lu avec beaucoup d'attention une de vos études récentes qui tendait à montrer que la France avait d'ailleurs plutôt un track record en matière de contribution par ses exportations à la conflictualité dans le monde qui était bien inférieure, donc une contribution bien inférieure à celle de certains de nos partenaires. Et j'avoue que j'étais un peu stupéfait de voir le caractère scientifique de votre analyse, que je salue. Je vous incite à la lire, mais j'y vois le résultat de cette politique très formelle, très structurée, très processée. C'est une machine, hein, c'est une machine que le SGDSN qui est représenté ici alimente et fait tourner quotidiennement. Et c'est une machine dont je crois qu'elle a une efficacité redoutable. Je vous remercie de faire la promotion de mes travaux. Je ne vous en demanderai pas tant, mais vous ne m'avez pas payé. Donc non, effectivement. Dernière question sur les problématiques de contrôle export. Est-ce que les partenaires européens qui sont les nôtres ont les mêmes pratiques que la France? Les partenaires qui sont les nôtres ont bien entendu, dans leur totalité, adhéré aux mêmes traités et aux mêmes règles qui s'appliquent à nous. Voilà. Après, bien entendu, les processus nationaux peuvent être différents. En France, c'est par exemple, pour faire deux comparaisons, en France, c'est le SGDSN, donc une instance interministérielle qui pilote ça. En Allemagne, c'est plutôt le ministère de l'économie qui a la responsabilité de cette affaire-là. Donc il y a après des implémentations différentes, mais tous nos partenaires respectent les mêmes règles et retiennent les mêmes principes et s'astreignent au même contrôle. Donc je vois assez peu de différences. Au-delà de cela, il y a après des appréciations nationales qui peuvent être différentes, qu'elles soient liées soit à l'ambition stratégique de tel ou tel pays, soit à sa perception et à sa connaissance intime ou pas de ce qui se passe chez les clients. Mais je dirais que le niveau d'exigence européen est à peu près homogène et d'un niveau très élevé. Bien, merci Bertrand Lemeur pour les réponses à vos questions.
Et on va rentrer désormais dans des sujets un peu plus industriels. Et je me tourne désormais vers Thierry Carlier. Vous êtes directeur du développement international au sein de la Direction générale de l'armement et aussi auparavant au sein du SGDSN. Donc c'est plutôt au titre de vos fonctions déjà que je vais vous interroger désormais. Quelles sont, donc vu de la DGA, quelles sont les motivations industrielles et opérationnelles des exportations d'armement de la France et quelle est l'importance de ces exportations pour garantir l'autonomie stratégique? Merci beaucoup. Alors, effectivement, avant de venir à, je dirais, ces impératifs industriels et pourquoi, effectivement, l'export est tout à fait indispensable au maintien de notre base industrielle et technologique de défense, je voudrais bien sûr revenir sur ce qu'a pu dire le général Durieux ou ce qu'a pu dire Bertrand Lemeur sur, en fait, la nature bien au-delà de la dimension de simple contrat commercial, hein, comme ça a été dit aussi par le professeur de Boissieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre des voitures, effectivement, ou du blé ou de la machine-outil. Et donc, effectivement, ça ne va pas sans cette dimension de partenariat stratégique qui a été rappelée avant. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, et je pense que c'est ce qu'a bien illustré Bertrand, en fait, les pays partenaires viennent chercher effectivement auprès de nous cette forme en fait de réassurance ou d'autonomie. Hein, voilà, et donc c'est aussi je dirais par là qu'on va essayer d'avoir des facteurs différenciants ou une marque de fabrique de ce que peut proposer la France et son industrie. En fait, majoritairement, ils vont venir effectivement chercher chez nous cette autonomie que d'autres peut-être ne leur garantiront pas nécessairement quand ils achèteront leur matériel. Le fait aussi, on pourrait appeler ça small is beautiful, que notre industrie, et on reviendra, il y a une forme de tautologie, en fait, elle est présente sur tout le spectre et elle arrive effectivement à fournir à nos armées des matériels qui sont compétitifs sur l'ensemble du spectre des capacités parce qu'on a un modèle d'armée complet et que justement, nous-mêmes, grâce à l'export, on arrive à assurer cette autonomie. La deuxième chose qu'ils viennent chercher chez nous, et là peut-être aussi, encore une fois un petit peu en contrepoint par rapport à ce que d'autres peuvent fournir, c'est des matériels qui sont utilisés en opération, puisque nos armées, avec les différents matériels, sont engagées partout sur le terrain. Et donc, ce qu'ils viennent chercher, c'est en fait le label Combat Proven. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment les deux aspects de ce qu'on va proposer. Et du coup, l'export, évidemment, est indispensable au maintien de notre base industrielle et technologique, puisqu'on ne saurait pas nous-mêmes continuer pour nos armées à assurer cette présence sur l'ensemble du spectre si on n'avait pas en fait une part significative de notre activité à l'export. Alors évidemment, on voit que d'une année sur l'autre, ça peut varier, ça va varier. Ce qu'on a souvent coutume de dire, c'est que notre modèle fonctionne parce que notre base industrielle et technologique de défense réalise à peu près 30% de son chiffre d'affaires à l'export. Voilà, donc après, vous savez aussi que les chiffres, hein, je dirais le maintien de nos capacités, la base industrielle et technologique de défense, ça représente 200 000 emplois directs et indirects, une dizaine de grands groupes, et puis à peu près 4 000 PME. Hein, voilà, donc c'est ça qui caractérise notre tissu industriel. Après, en termes vraiment, je dirais, directs sur ce que va amener l'export sur notre outil national et par rapport à notre investissement national, on voit que, évidemment, s'il n'y avait pas l'export, on n'arriverait pas nous-mêmes à maintenir à la fois notre outil industriel de production, mais aussi les cadences de production. Ce qui est important dans un outil industriel, c'est justement si on veut maintenir une forme de compétitivité et, je dirais, des produits qui, à la fois, évoluent, sont adaptés au marché et à un coût abordable, ça fait qu'il faut effectivement qu'on puisse maintenir cette notion de cadence. Et là, on voit bien, hein, au fur et à mesure des lois de programmation militaire successives, dans certains cas, on avait d'ailleurs été amené à prendre des hypothèses nous-mêmes sur la façon dont l'export permettrait de maintenir cette notion de cadence et soutenir notre outil industriel. Dans certains cas, d'ailleurs, ça s'est avéré être un pari. Le deuxième aspect aussi, il est très concret. Hein, je crois que le professeur de Boissieu avait également parlé d'innovation, et le général Durieux également. Concrètement, dans certains cas,
l'export et ce que nous demandent les pays clients nous permet nous-mêmes, pour nos systèmes, d'incorporer ou d'acquérir de nouvelles fonctionnalités qu'on n'aurait pas eues sinon. Voilà, ça je dirais c'est les deux aspects très concrets liés à l'apport direct de l'export. Merci pour votre réponse. Si on continue l'analyse autour de ce qu'on a appelé l'équipe de France, avec une espèce d'alignement des enjeux de l'industrie, du ministère et plus globalement de l'exécutif, quel rôle va jouer la DGA là-dedans ? Alors, revenons sur justement le besoin du client et cette notion de partenariat qui va se construire dans la durée. Donc, bien avant, je dirais, l'acquisition d'un matériel lui-même, en fait, le pays client va demander à cette équipe France, dont on va voir comment elle se constitue, de l'accompagner à la fois dans la phase d'expression de besoin, ça peut être aussi dans les phases de négociation de contrat, et puis après aussi dans l'exécution des différents contrats. Un premier élément qui est clé dans l'équipe France, c'est aussi, bien sûr, c'est le partenariat extrêmement, ou la coopération extrêmement étroite entre les forces armées et la DGA, puisque s'il faut amener cette idée de label, d'étiquette, combat proven, et justement de ce qu'apportent nos matériels, personne mieux que les armées en fait, n'apporte cette dimension. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le sous-texte, c'est-à-dire que dans les phases amont, à la fois d'expression de besoins du client et de démonstration de nos capacités, et même si on sait que ça pèse sur nos armées, il faut le faire en total partenariat avec eux. Il faut d'abord montrer ce qu'on sait faire. Et ça, c'est vraiment les armées qui savent le faire. Ensuite, une fois qu'on accompagne le client dans l'expression de son besoin, je pense que vraiment, on agit dans le cadre d'un trinôme entre les armées, la DGA et l'industrie. C'est assumé dès le départ. Je crois que même vis-à-vis des clients, vis-à-vis des partenaires, ils savent très bien qu'on a ce mode de fonctionnement extrêmement intégré pour l'offre française. Alors nous, côté DGA, en fait, on va amener à la fois une connaissance de l'environnement du pays client dans le domaine de l'expression de besoins, aussi de ses propres capacités industrielles lorsqu'il s'agit de nouer des partenariats. Donc autour de moi, en fait, à la direction du développement international de la DGA, j'ai à peu près 180 personnes à Paris, une vingtaine en fait qui vont être dans les ambassades, vraiment au plus près de la connaissance du client. Voilà, puisqu'en fait, il faut vraiment bien les connaître et savoir aussi comment évolue le besoin, comment évolue le contexte chez eux. Voilà. Les autres dimensions aussi, ça va être dans la négociation du contrat et puis ensuite dans le pilotage du programme lui-même, parce que ces pays sont de plus en plus exigeants et c'est normal. Parfois, eux-mêmes en fait vont demander d'avoir une forme je dirais de subsidiarité de plus en plus importante. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à un contrat d'État à État, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, s'ils estiment qu'ils n'ont pas de système d'acquisition suffisamment performant ou suffisamment mature, ils vont chercher à s'appuyer sur nous pour les aider dans la négociation, mais parfois pour aller au-delà, pour acquérir et finalement passer nous-mêmes les contrats. Alors il peut y avoir en fait toute une palette d'outils intermédiaires où on peut leur apporter en fait différentes formes de soutien, programmes, d'assurance qualité, d'expertise technique. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au jour le jour. Voilà. Et donc, si on essaie de voir de nouveau l'horizon européen, les grands programmes sont désormais élaborés en coopération. Comment l'exportation est-elle prise en compte dans les programmes en coopération ? Alors, ça rejoint en fait une question que vous avez posée précédemment à Bertrand. En réalité, alors c'est vrai que l'intégration de plus en plus forte en fait de notre base industrielle et technologique de défense entre industriels européens, on cherche à la promouvoir. Voilà, on cherche à la promouvoir parce que ça doit nous permettre d'être plus efficaces. Vous savez aussi que la loi de programmation militaire en cours en fait, a un objectif très clair d'accroître de 30% en fait, le pourcentage de programmes qu'on a en coopération
et c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose d'être plus intégré en européen, d'être plus performant, mais on souhaite faire ça sans abdiquer en fait notre politique d'exportation, qui est quand même l'exercice. Il n'y a rien de plus régalien que l'exercice de cette volonté politique, puisque je reviens à ce qu'on a dit au tout début. À partir du moment où c'est une démarche politique de vouloir nouer un partenariat avec tel ou tel pays, de le faire accéder à des équipements de haut de spectre pour faire la différence, évidemment, ça reste, et Bertrand l'a dit également, les pays européens, et c'est tout à fait normal, hein, ont des différences d'appréciation en la matière. Ils n'ont pas la même politique, et c'est normal. Donc en fait, on souhaite arriver à faire ça, c'est-à-dire à faire plus de coopération. Aussi, quand on parle de coopération, ce n'est pas que des coopérations nouées par les États, ça peut être aussi des coopérations nouées par les industriels eux-mêmes pour intégrer de manière encore plus forte les chaînes d'approvisionnement. Et donc, in fine, on souhaite avoir des produits plus intégrés, mais pouvoir quand même exercer nous-mêmes notre politique pour exporter en fait, les résultats de ces coopérations vers les partenaires qu'on aura nous-mêmes librement choisis. Donc en fait, l'enjeu, c'est ça. Pour donner un exemple de ce qu'on arrive à faire, on a maintenant avec l'Allemagne un accord dans le domaine du contrôle des exportations d'armement, qui d'ailleurs a été étendu récemment à l'Espagne, où en fait on traite ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a différents cas. Ça couvre à la fois le cas d'un objet qu'on aurait réalisé tout à fait en coopération, ou alors d'un objet qui est réalisé majoritairement par l'industrie d'un pays, mais qui incorpore en fait un certain nombre de composants qui viennent de l'autre, hein, avec un certain pourcentage d'ailleurs qu'on a mis. Et le principe d'un tel accord, qui me paraît évidemment très bon, c'est que c'est le pays exportateur qui décide librement, suivant sa propre politique, de la façon dont il va pouvoir exporter. Donc ça veut dire que chaque pays en fait ne va pas bloquer l'autre, sauf en fait atteinte à ce qui serait une atteinte directe à ses intérêts de sécurité nationaux. Voilà, donc je dirais notre accord avec l'Allemagne et maintenant récemment également avec l'Espagne fonctionne de cette façon-là. Je pense que c'est un bon outil, évidemment, et on n'a pas de raison non plus de penser que les changements politiques qui peut y avoir, l'arrivée de la nouvelle coalition en Allemagne par exemple, porterait atteinte de quelque nature que ce soit à la façon d'exercer et de mettre en œuvre cet accord. Et dernière question en forme de conclusion, on a vu que la crise du Covid a bouleversé les économies mondiales et affecté les relations commerciales et diplomatiques. Quelle perspective dressez-vous dans cet environnement incertain ? Alors, on a déjà un tout petit peu esquissé des chiffres où, effectivement, un certain nombre de tendances. Il s'est passé, enfin, comme vous l'avez dit, hein, d'ailleurs, les uns et les autres, il s'est passé beaucoup de choses en 2021. Vous avez également indiqué au début qu'en 2020, c'est sûr qu'on a eu une année où en fait on a réalisé un chiffre qui correspond plutôt au socle de nos. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de grandes opérations d'exportation d'armement en 2020. En ce qui nous concerne, c'est clairement lié au Covid. En 2021, il y a eu tous ces événements qui ont été rappelés. Donc évidemment la déconvenue liée aux sous-marins australiens, mais dont je rappelle que l'Australie d'ailleurs a dit elle-même que c'est un choix politique qui ne remet absolument pas en cause la coopération ou le produit qui avait été proposé par Naval Group. Donc notre industrie et l'excellence de notre industrie n'est pas du tout en cause dans ce domaine-là, je voudrais quand même le rappeler. Et puis après, il y a tous les succès que vous avez rappelés sur, évidemment, très récemment, les Rafales pour les Émirats, mais aussi la Grèce, la Croatie, ou les frégates de défense et d'intervention également en Grèce. Alors, tout ça, effectivement, quand on regarde, j'ai eu l'occasion de le dire à la presse très récemment, nous amène, alors sur l'ensemble des années 2021 et 2022, parce qu'Olivier Martin a cité ça aussi, dans certains cas, on ne sait pas encore très bien comment une date d'entrée en vigueur peut basculer d'une année sur l'autre, mais à un total dont on sait qu'il dépassera largement 30 milliards, donc ce qui nous fait, bien sûr, par rapport aux chiffres, les moyennes qui sont plutôt aux alentours de 8-9 milliards les années précédentes, ce qui est déjà très significatif, mais ça nous fait bien sûr changer de braquet pour ce qui concerne les années 21 et 22.
Pour ce que je peux dire, moi, sur les grandes tendances du marché post-crise, finalement, et qu'est-ce que le Covid change dans tout ça, en dehors de la période de Covid elle-même. Alors, le Covid, en fait, peut quand même, ou la crise plus largement, peut quand même générer des effets de repli national chez un certain nombre de pays. On a vu, par exemple, qu'en 2020, en Inde, l'Inde, qui pratiquait déjà en fait, la politique du Make in India et d'essayer de faire monter en puissance sa base industrielle et technologique de défense, elle a fait une annonce au mois de mai indiquant que, de mémoire, à peu près 110 secteurs de l'industrie d'armement seraient interdits aux importations et devraient se traduire uniquement par des acquisitions dans un cadre national. Voilà. Donc il y a quand même aussi ce facteur-là à prendre en compte, c'est-à-dire que la crise génère dans certains cas des réflexes de protectionnisme. Et ce qu'on commence déjà à voir, mais qui a également été souligné, c'est que, bien sûr, on sera aussi dans un contexte de compétition totalement exacerbée. Alors, une note d'optimisme, c'est que je pense quand même que l'industrie française, la base industrielle et technologique de défense, et puis ce qu'on a pu voir de cette marque de fabrique de notre offre France, c'est-à-dire pourquoi les pays finalement s'adressent à nous plutôt qu'à un autre, nous rendent quand même, et donc cette recherche d'autonomie, cette recherche de partenariat nous rend relativement optimistes sur nos atouts pour en fait être pertinents sur le marché export post-crise. Merci. Merci. Et dernière intervention par Olivier Travers. Vous êtes donc directeur commercial export du groupe Nexter. L'année 2021 est une bonne année pour le groupe Nexter. Des contrats ont été signés au Danemark, en République tchèque, et dans le même temps, les commandes nationales sont soutenues puisqu'on annonce 3000 véhicules à livrer d'ici 2030. Pouvez-vous nous indiquer, du point de vue de l'industriel, quel rôle jouent les exportations d'armement dans le business model ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, 2021 a été une bonne année, ou sera une bonne année pour Nexter. Alors, pas comparable à 2019, qui est l'année où nous avons signé le partenariat avec les Belges Camo, mais sera parmi les bons crus des années de prise de commande chez Nexter. Alors, 2021, on a signé effectivement le contrat des 52 César en République tchèque. Alors, pas structurant, j'ai compris, pour la France. Je ne sais pas la vision tchèque de la chose, mais en tout cas structurant pour l'industrie, pour les industries franco-tchèques. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas structurant pour l'appareil de défense tchèque, au sens où ça n'est pas... C'est un élément qui ne gouverne pas enfin, c'est un élément qui ne structure pas toute la réflexion technico-opérationnelle de la manœuvre globale de l'armée. Voilà, soyons clairs, c'est probablement moins structurant qu'un sous-marin ou des frégates ou un avion. Et encore une fois, je le dis avec toute l'estime que j'ai pour le groupe Nexter et KMV d'ailleurs. D'accord. Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est structurant pour les industriels puisque ça nous permet d'avoir un produit d'artillerie nouveau qui est un produit mixte entre nous et le groupe CSG en République tchèque. Donc bonne année dans le domaine de l'artillerie, bonne année également dans le domaine du soutien. Donc chez Nexter, on continue à vouloir jouer un rôle important, primordial dans le soutien de nos matériels qu'on vend à la France ou aux armées étrangères. Donc voilà, en termes de prise de commande, 2021 sera une bonne année. Donc pour revenir à votre question et le rôle des exportations dans notre business model, donc aujourd'hui chez Nexter, au global, l'export représente à peu près 50%. Alors ça varie d'une année à l'autre, mais en moyenne, on est entre 45 et 50% de part export. Par contre, il faut quand même dire que dans le domaine spécifique des munitions, la part export représente plus de 80%. Donc en clair, si on n'avait pas de contrat export dans le domaine des munitions, on serait totalement incapable de maintenir notre outil industriel et notre site à côté de Bourges pour produire des munitions, très clairement. Donc la part de l'export est prépondérante dans notre business. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que si on n'avait que le client France et les commandes export, on aurait des vagues dans notre chiffre d'affaires. Et donc l'export nous permet de lisser un petit peu
la courbe du chiffre d'affaires et nous permet de compenser les années un petit peu sans côté France avec des commandes export. Et ça, c'est important, encore une fois, pour non seulement maintenir l'outil industriel, mais aussi préserver les compétences, parce qu'on parle d'outils industriels, mais les compétences, les hommes qui font tourner l'outil industriel et leurs compétences sont bien évidemment importantes, en particulier dans notre domaine. Voilà. Enfin, les contrats export permettent d'innover sur notre portfolio. Ils permettent également de faire bénéficier à la France, et je crois que Thierry, tu l'as mentionné, de fonctionnalités nouvelles qui sont peut-être spécifiques pour des marchés export, mais qui peuvent ensuite être intéressantes pour le client français. Donc voilà, donc tout ça fait que l'export est extrêmement important dans notre business model. On peut lire que dans certaines analyses que la BITD terrestre est un peu différente du reste de la BITD, en particulier dans l'aéronautique. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de cette singularité ? Donc, la BITD terrestre, effectivement, est extrêmement fragmentée, y compris en France, mais au niveau européen également. Alors, dans le domaine des véhicules blindés, dans le domaine même de l'artillerie, et encore plus dans le domaine des munitions, il y a beaucoup d'acteurs. Donc c'est une caractéristique de la BITD terrestre. Bon, un aspect aussi qui est un petit peu pénible pour nous, c'est de voir qu'un industriel comme General Dynamics est leader dans le domaine des véhicules blindés en Europe. Et ça, entre guillemets, c'est pas acceptable de notre point de vue, alors qu'on a aujourd'hui le programme Scorpion, où on a développé des nouveaux véhicules de différents types, de différentes fonctions. Donc aujourd'hui, une des problématiques auxquelles on a à faire face, et d'ailleurs on en discute beaucoup avec la DGA, c'est la manière dont on pourra exporter ces véhicules dans un premier temps en Europe, parce que ça reste aujourd'hui notre priorité en Europe. Je parle de priorité en Europe parce que jusqu'au contrat Danemark, des Césars en Danemark en 2018, Nexter ne vendait plus du tout en Europe. Rien. Donc on a signé le contrat danois, le contrat tchèque, on a vendu des véhicules blindés aussi en République tchèque, bien sûr le contrat Camo. Donc pour nous, c'est un retour en Europe. Je pense que Nexter, dans le cadre de KNDS, qui se dit vouloir être un leader européen du terrestre, ça ne pourra l'être que si on est un leader en Europe. Donc il faut qu'on soit convaincant avec nos produits et qu'on les adapte aux besoins des autres pays européens. Bon, pour en revenir à la BITD, donc, et sa fragmentation, je pense que c'est assez inévitable qu'on aille vers un peu plus de consolidation dans le domaine terrestre, notamment parce que le marché exige des produits qui soient mixtes et qui répondent à des besoins un peu plus globaux que simplement le besoin strictement France ou strictement belge ou strictement allemand, par exemple. Donc ça nécessite des discussions au niveau des armées, ça nécessite de parler de doctrine, ça nécessite de parler de beaucoup de sujets pour enfin avoir des produits qui soient, on va dire, utilisables par plusieurs armées et construits par une BITD consolidée. Dernière question, vous en avez déjà fait un petit peu mention. Sur les problématiques d'Europe de la défense, en fait, comment les exportations d'armement, de votre point de vue, peuvent-elles contribuer à une intégration plus forte ? Oui, alors je crois que le sujet a été un petit peu abordé déjà. Donc c'est vrai que moi j'ai vécu ce sujet au travers de l'aventure Camo, hein, où ce qui est très intéressant dans Camo, c'est qu'on a eu un client qui n'a pas spécifié des produits. Il a dit simplement, je veux le même capacitaire que la France pour être interopérable, pour que mes véhicules soient interchangeables, pour que les kits qui soient sur mes véhicules puissent être interchangés, etc. Je veux qu'on s'entraîne ensemble avec la France, etc. etc. Et c'est parti de là. Et ça, cette approche, elle est quand même assez unique. On aimerait la reproduire avec beaucoup d'autres pays. Et je pense que cet exemple est parfait dans le cadre de ce que pourrait être la construction de l'Europe de la défense. Le fait que d'autres pays européens acquièrent des produits de Nexter ou de KNDS,
de mon point de vue, ça participe d'une certaine manière à la construction de l'Europe de la défense. Alors l'Europe de la défense, c'est un sujet politique, mais c'est aussi un sujet pour les industriels. Et je pense que les programmes que je viens de citer, le fait que nous, Nexter, nous sommes de nouveau sur le marché européen, fait qu'on supporte pleinement, bien évidemment, ces initiatives et qu'on souhaite en faire part et apporter toute notre contribution d'industriels européens désormais à cette approche politique très intéressante. Voilà. Merci. Je remercie les intervenants du respect du timing. Et donc, nous avons une vingtaine de minutes pour peut-être un peu plus en fonction des questions. Donc, soit de la salle, soit à distance. Vous avez la possibilité de les poser sur le chat. Donc, je vous invite à ceux qui sont présents de lever la main et un micro va circuler, me semble-t-il. Oui. Alors, les consignes sont malheureusement strictes et il est demandé de garder le masque pour éviter pour le micro. Merci. Olivier. Alors, j'ai le privilège, j'ai un commentaire et une double question. Commentaire parmi les avantages de l'exportation pour l'industrie française, me semble-t-il, qui est constituée souvent de monopoles. C'est au moins une garantie, si on est capable d'exporter, que nos produits sont performants et compétitifs, ce qui peut, j'espère, rassurer le client français qui, quelquefois, peut être frustré de se trouver devant un monopole. Question. Tu as répondu en partie à la question, Olivier, sur Camo, en disant qu'une des origines tout à fait originale, et unique, je dirais, c'est la décision politique ou militaire, je ne sais pas, du client belge de se calquer sur le modèle de fonctionnement de l'armée de terre française. Sur les autres coopérations, les autres succès à l'export en Europe, qui était un champ assez vierge, on a senti depuis quelque temps, je ne parle pas de la Grèce, qui est un client traditionnel, mais la Croatie, le Danemark, etc. Comment explique-t-on ce renouveau? Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 10 ans? L'OTAN est toujours là, les États-Unis sont toujours là. Qu'est-ce qui a changé? Première question. Deuxième question qui est peut-être liée, qui est peut-être une partie de la réponse. On a beaucoup parlé il y a quelques années de diplomatie économique. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je pense que oui. Et comment juge-t-on notre outil de diplomatie économique par rapport à celle de nos concurrents, principalement les Américains, les Britanniques, les Allemands, les Italiens, etc. Sur la diplomatie économique et comment on juge la performance de ce qu'on fait par rapport à nos coopérants et néanmoins compétiteurs, je ne sais pas nécessairement te répondre. Sur la première partie, sur qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que, par exemple, on a réussi à vendre des avions de combat à la Croatie qui, peut-être pas considéré comme un client traditionnel pour la base industrielle technologique de défense française, et du coup, c'est quelque chose qui est une excellente nouvelle, hein, parce que je rappelle aussi qu'en Croatie, le Rafale a gagné en compétition. Voilà, il a gagné en compétition, d'ailleurs, y compris face à des avions neufs. Bon. Donc, alors ça fait qu'en fait, c'est aussi une forme c'est une partie de la réponse. Je crois que pour être en fait pertinent face à ces nouveaux clients, ces nouveaux partenaires, on a essayé d'être aussi un peu plus innovant dans la forme d'offre qu'on peut proposer. La première dimension, ça rejoint ce qu'a dit Olivier sur Camo. Donc on en revient toujours à la notion de partenariat, c'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment accentué la dimension partenariat en amont, coopération entre les forces armées et extension de l'offre par rapport à la simple offre d'un produit ou d'un contrat commercial, avec ce que j'ai indiqué sur toutes les palettes en fait, que peut prendre la nature du partenariat avec le client jusqu'au contrat d'État-État. Hein. Camo, c'est le premier contrat d'État-État qu'on a réalisé parce que ça correspondait aussi à une demande forte du pays client, mais je pense vraiment pour les raisons qu'a rappelé Olivier. Voilà, donc on essaye d'être plus flexible et d'adapter l'offre par rapport à ce que peuvent demander les pays clients. Donc ça nous rend pertinent, évidemment pas qu'en Europe, mais je pense que c'est quand même bien adapté, notamment ce qu'on a pu proposer en Croatie,
voilà, repose sur une offre complète avec du partenariat entre les armées de l'air, des actions de formation, tout un ensemble d'activités connexes. Enfin, c'est quand même un partenaire qu'il a fallu rassurer, c'est-à-dire que l'entrée pour lui dans un avion de 4e génération comme le Rafale et la façon aussi d'utiliser un avion de cette nature en interopérabilité avec nos forces, il a fallu avoir toute une démarche, et c'est normal, hein, pédagogique, pour voir ce qu'on pouvait lui apporter. Voilà, donc je pense que c'est vraiment ça, hein, très concrètement, que depuis quelques années, on essaye de développer pour accéder à ces nouveaux partenaires avec qui on n'avait pas forcément, je dirais, traditionnellement de relations par le passé. Effectivement, de ce point de vue-là, la Croatie, c'est un ensemble de marqueurs majeurs, puisque c'est ce qu'on pourrait qualifier de nouveaux pays de l'OTAN, donc plutôt quand même traditionnellement chasse gardée de nos amis américains. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment cherché à avoir quelque chose de customisé qui permet de développer un partenariat avec eux ou avec d'autres pays de cette nature. Allez-y. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose. Effectivement, en tout cas pour Nexter, il y a quelques années, on s'est posé la question de pourquoi on n'avait jamais vendu de Leclerc, de VBCI ou d'autres véhicules en Europe. Et bon, la réponse n'est pas extrêmement simple, mais je pense que les partenariats industriels au niveau européen n'existaient pas. Je pense que nos produits n'étaient pas forcément adaptés aux besoins des autres pays européens. Il faut voir qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui ont des besoins et des doctrines assez différentes de celles de la France. Et puis enfin, je pense qu'il y a grâce à la DGADI, mais aussi grâce à l'armée de terre, il y a des relations qui s'intensifient avec un certain nombre de pays. Et on voit bien que ces relations nous aident et favorisent la meilleure compréhension doctrinale possible. Et pour nous, c'est quelque chose d'important parce qu'on en bénéficie dans la manière dont on fait la promotion de nos produits. Donc un produit qu'on peut fabriquer en partie localement ou sur la base de technologies locales avec un support étatique important et avec une approche humble et une écoute plus attentive de ses clients fait que, je pense, ça change un peu la donne. Lucie, quelques éléments de réponse sur la partie demande européenne? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi un élément dans les transferts d'armement. Il y a bien sûr l'offre. On voit qu'il y a un effort qui est fait du côté de la France pour accéder aux partenaires européens, comme ça vient d'être mentionné, mais aussi sur la demande. On peut peut-être se poser la question sur l'évolution, sur la perception de la fiabilité du partenaire américain de la part de certains autres États européens. Ça peut peut-être éventuellement jouer aussi dans la prise de décision. Et effectivement, c'est un peu la poussée du côté français pour dire qu'il faut développer l'autonomie stratégique européenne. Peut-être que ça porte aussi ses fruits. Même si là, on peut également, et peut-être je renvoie aussi une question, c'est dire si par exemple, je crois dans le contrat des frégates à la Grèce, on était en compétition contre l'Allemagne. Donc est-ce que si la Grèce avait choisi les navires allemands, est-ce qu'on aurait aussi là parlé en tant que Français de construction de l'autonomie stratégique européenne? Je pense qu'on peut aussi se poser la question. Merci. On a une demande de questions. Sylvie Mattelli. Merci beaucoup, Julien. Oui, merci à tous pour vos exposés. Moi, je voulais peut-être faire le lien entre les propos liminaires du général Durieux, du professeur de Boissieu et le sujet de notre table ronde sur l'exportation de défense et la souveraineté. Et je voulais revenir sur les critères ESG et peut-être questionner sur la façon dont ces critères ESG entraient dans la réflexion autour de la souveraineté de la France, bien évidemment, mais de la refonte de la politique étrangère, de la politique de défense, de la politique export. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis 20 ans, où nous alertons sur les problèmes de financement depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, je crois qu'on y est, taxonomie verte, taxonomie sociale. Il ne suffira pas d'aller discuter avec les banquiers. Il faut vraiment que ça devienne une réflexion de fond. Quelle est-elle aujourd'hui? Merci. Je ne sais pas quel intervenant, peut-être Bertrand Lemeur sur cette question, sachant que c'est une problématique qui sera abordée lors de la deuxième table ronde plus en détail. Mais
Oui, sujet éminemment complexe parce que je crois que sous le vocable ESG viennent s'agréger tout un tas de préoccupations qui sont effectivement de nature environnementale, de nature sociale, mais aussi de nature politique. Et que un certain nombre de sujets qui sont les sujets qui touchent la question de la défense sont en fait des sujets qui sont le résultat d'agenda politiques de ce qu'on va pudiquement appeler les désarmeurs, qui souhaitent reproduire sur une échelle un peu plus vaste ce qu'ils ont avec un vrai succès. Et je le salue en l'occurrence parce que ça me paraissait juste, mais reproduire sur un sujet plus vaste ce qui s'est passé sur les armes à sous-munitions, les mines antipersonnelles et ainsi de suite. Donc il y a une question, il y a des questions techniques. Après, il y a, je crois, la vraie question de la perception politique qu'on peut avoir de cette démarche. Et en fait, c'est plus une question d'alignement, de la faiblesse, de ce que je vais appeler pudiquement la faiblesse stratégique d'un certain nombre d'États qui ont du mal à résister aux coups de boutoir de ces ONG ou qui ont des mindsets, si vous me passez l'expression, très désarmeurs. Je pense par exemple, je les cite, mais ce n'est pas pour les fustiger, mais je les cite, l'Autriche, l'Irlande et autres, qui pensent peut-être d'une manière que personnellement je trouve un peu naïve en tout cas, qui pensent que le fait de désarmer, c'est ce qu'on voit à l'œuvre sur le Tian, le fait de dire il faut plus d'armes, c'est quelque chose qui va rendre le monde plus favorable, plus sympathique et plus sûr. C'est malheureusement pas le cas. Donc on est en train de réfléchir à plusieurs étages du ministère, à la fois sur la manière peut-être de segmenter les questions, parce que là aussi, sur la question du financement, on voit il y a des paramètres qui sont des paramètres purement bancaires, et j'en ai discuté avec un certain nombre de spécialistes. Ce sont des paramètres purement bancaires de robustesse, de situation de bilan, de risques divers que beaucoup ont tendance à agglomérer à la question ESG. Donc il faut déjà en fait séparer les variables autour de ESG. Donc il y a une dimension technique qu'il faut traiter avec les banques. Et ça, je crois que c'est de la technique, on arrivera à le résoudre avec Bercy. Et puis il y a la dimension politique qui nous ramène à la taxonomie, qui est comment contrer un discours politique. Et là, on est bien dans le champ politique. Un discours politique qui tente à dire que les armes, c'est mal. Oui, bien entendu, mais se défendre, c'est nécessaire. Donc les armes, c'est mal. Et donc, tous ceux qui fabriquent des armes sont des grands méchants. Désolé pour vous, mesdames et messieurs les industriels, vous êtes des grands méchants, et le monde sans armes serait meilleur. Non, donc il y a mettons de côté les questions techniques, il y a le sujet du combat politique, enfin du combat, du dialogue politique, et je crois qu'il ne faut pas passer l'objectif que nous devrions partager avec un certain nombre d'ONG, c'est plus l'objectif de la stabilité stratégique que l'utopie d'un monde sans armes. Et l'objectif de la stabilité stratégique, ce n'est pas nécessairement un monde sans armes. C'est un monde dans lequel les uns et les autres sont dans une situation qui, quelque part, dissuade, pas au sens pas au sens nucléaire que les Français vont mettre derrière, mais qui dissuade l'agression et qui permettent cette stabilité. Et là encore, je veux rappeler que le monde, la conflictualité du monde va croissante, et elle va croissante, d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier, sous les coups de boutoir d'États qui n'ont pas les mêmes principes, les mêmes fondements sociétaux que les nôtres, et en particulier la question des valeurs démocratiques, des valeurs de transparence, des valeurs de respect des droits individuels. La Chine n'est pas tout à fait sur ce narratif-là. Et donc on est dans cette situation où en fait il faut répondre à une pression organisée, structurée, c'est très bien, il y a des gens qui font ça très bien, tant mieux pour eux, mais à une pression structurée qui est de nature politique. Dès que je mets de côté les critères de compliance et autres qui font partie de l'ESG,
mais qui sont gérables techniquement. Donc il y a cette question politique de comment traiter ça. Et il y a des réflexions en cours. Je ne vous dis pas quelle forme les solutions prendront, mais il y a des vraies réflexions. Il nous reste quelques minutes pour les questions. On a une demande de parole au fond, monsieur. Quelques-unes aussi sur le chat. Je vois qu'il y a pas mal de mains qui se sont levées, donc s'il vous plaît, possibilité de questions courtes et réponses courtes pour permettre le dialogue. Merci. Oui, bonjour, Général de Roquefeuille, merci pour ces interventions. Je me suis réjoui des exportations pour Nexter, pour le Naval Group, pour le GIE Rafale. Je rappelle simplement que pour le développement et la conception du Rafale, des frégates, du matériel Scorpion, la défense, c'est-à-dire les armées et la DGA, ont financé pendant de nombreuses années des sommes très importantes. Et je voulais savoir quel était le retour pour la défense de ces exportations que je salue. Thierry Carlier, peut-être. Merci, mon général, pour ta question. Oui, alors, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de décrire. C'est-à-dire que, d'une part, on a un retour assez direct via le fait que, par exemple, pour le Rafale, on a pu, dans le standard F4, développer de nouvelles fonctionnalités grâce à l'export. Voilà, je pense à certains modes qu'on a pu rajouter dans le pod de désignation laser ou autre. Donc ça, c'est une retombée de l'export. Ça a déjà existé par le passé. C'est-à-dire qu'on sait aussi que, pour revenir à l'exemple des Émirats, le standard 2000-9 du Mirage 2000 avait apporté en fait des développements qui ont été directement utilisables sur les calculateurs Rafale. Après, le dispositif en fait existe. C'est le dispositif qui s'appelle celui des redevances à l'export. Comme on a eu l'occasion aussi de le rappeler récemment, pour l'État, ce n'est pas un dispositif où on est censé in fine faire des bénéfices. C'est un dispositif qui est censé nous permettre d'amortir les développements qu'on a réalisés en national dès lors que les matériels sont vendus à l'export, avec un certain pourcentage. Les industriels doivent payer un certain nombre de redevances qui sont dues. Alors, soit le matériel est exactement le même que celui des forces françaises, soit c'est un matériel différent. Je pense par exemple aux corvettes Go-Wind de Naval Group qui ne sont pas un matériel qu'on a nous directement dans notre inventaire. Et dans ce cas-là, on calcule un coefficient qui est un coefficient de dérivation qui définit quel est le degré de commonalité par rapport au matériel France et quelles sont les redevances dues. Une autre prise de parole. Oui, bonjour, Fabrice Chauny de Airbus, Defense and Space. Une petite question sur finalement l'évolution de notre réponse par rapport à la menace concurrentielle. L'un des deux des principaux avantages que peuvent avoir nos concurrents américains sont liés d'une part au dispositif de soutien de l'État aux exportations, notamment le fameux système Foreign Military Sales, sans même parler des financements à l'achat de matériel américain, mais aussi le transfert de matériel d'occasion. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt mentionner d'une part le contrat d'État-État avec la Belgique, et d'autre part l'exemple de la Croatie, il y en a d'autres, avec la Grèce par exemple dans le cas des Rafales, le transfert de matériel d'occasion. Est-ce qu'il y a là le début d'un changement en termes de politique de l'État français en matière de soutien aux exportations d'armement? Deux très bonnes questions également. La puissance du FMS américain, oui, je crois qu'on la connaît tous. C'est un outil qui est extrêmement performant. Alors, on sait quand même aussi que dans certains cas, et même dans pas mal de cas, le FMS américain n'apporte pas aux clients, quel qu'il soit, un certain nombre de garanties. C'est-à-dire que, voilà, de temps en temps, c'est aussi tout peut être revu dans un FMS, les coûts et les délais. Ce qui d'ailleurs aussi pose, dans le cas des compétitions qu'on a pu citer en Europe, notamment sur les avions de combat,
ou les frégates, dès lors que c'est une procédure FMS qui est en compétition avec des formes de contrats commerciaux. On n'est pas tous, en fait, de ce point de vue-là, sur un pied d'égalité, mais je pense que vous savez tout ça très bien. Néanmoins, c'est vrai que, du coup, le FMS, et pour certains de nos partenaires et clients, reste quand même une solution de facilité, parce qu'en fait, c'est un package qui est complet. Donc, on essaye aussi de se positionner par rapport à ça. C'est ce que j'ai indiqué quand je disais qu'on essaie de développer une palette d'outils qui vont depuis une forme d'accompagnement du pays client jusqu'à un contrat d'État à État complet, qui est aussi ce qu'on a fait avec Camo, avec les Belges, donc de proposer une offre relativement flexible. La question des matériels d'occasion, oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire quand on a parlé aussi de la Croatie, bien sûr aussi qu'on a pu être pertinent vis-à-vis d'un pays de cette nature, parce qu'on a pu arriver avec une offre d'avions d'occasion bien entretenue, avec un potentiel résiduel d'utilisation qui est tout à fait significatif. Donc ça veut dire que c'est aussi ça qui permet d'avoir un bon rapport qualité-prix. Alors, est-ce que cette problématique est récente ou pas ? Sur le fond, non. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'arrivée d'offres de Rafale d'occasion, en fait, elle prend une acuité particulière. C'est-à-dire que pour nous, au sein du ministère, dans notre, je dirais, c'est pas d'hier qu'on a un comité de cession où qu'on cède des matériels d'occasion, mais ça a pris une acuité tout à fait particulière avec les cas de la Grèce et de la Croatie. En fait, il faut agir avec discernement. Bon, vous savez bien qu'il y a eu tout un ensemble de débats, parce que c'est sûr que si on se met à céder tous nos matériels, ça va générer pour nos armées un gap capacitaire qui serait tout à fait insoutenable et tout à fait irréaliste. Si on le fait avec discernement, et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire prendre les décisions en amont avec les armées et regarder comment ça peut être géré, il y a quand même tout un ensemble de bénéfices, puisque ça permet à la fois à des pays clients d'accéder plus tôt à des capacités qui n'auraient pas pu se payer sinon. Ça leur permet aussi de se mettre le pied à l'étrier et de commencer à travailler avec nous sur un certain nombre de segments. Pour nos armées, et on le voit bien dans le cas du Rafale, bien sûr, il doit y avoir une politique de recomplètement, c'est-à-dire que dès lors qu'on vend un avion d'occasion, l'armée de l'air ou la marine, si le cas se présente pour la marine, doit récupérer un matériel neuf. Mais les produits de cession des matériels d'occasion aussi qu'on va toucher plus tôt nous permettent de recompléter nos flottes, d'acheter un certain nombre d'équipements supplémentaires et aussi d'homogénéiser. Voilà, donc il y a un certain nombre d'avantages si on le gère bien, mais tout ça doit être fait avec beaucoup de discernement et à ce que ça ne conduise pas à des gaps capacitaires qu'on ne saurait pas soutenir. On a encore une dernière demande d'intervention, puis après, Olivier, je vous laisse la parole pour les questions de chat. Oui, ingénieur général Flory. J'ai lu sur une planche que la Chine comptait parmi nos clients importants. Est-ce qu'on peut savoir le type de matériel qu'on lui vend ? Oui, Lucie. Alors, je vais essayer de retrouver mon PowerPoint n'est plus disponible. Je ne sais pas à quelle planche vous faisiez référence. Ça doit être... Donc là, c'est le budget. Oui. C'est vrai que pendant longtemps, le CIPRI notait la Chine comme un des clients de la France, bien qu'il y ait un embargo. Donc ça, c'est des questions méthodologiques sur lesquelles je suis ravie de discuter. C'est pas forcément le sujet de la conférence, mais c'est lié au fait qu'on comptait certaines licences accordées précédemment à l'imposition de l'embargo sur les hélicoptères, normalement, notamment. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, la Chine est apparue comme un des clients de la France, bien que la France respecte l'embargo qui existe au niveau européen. Donc c'est plutôt un aspect méthodologique, mais comme vous le voyez, donc effectivement sur la planche qui est disponible ici, du fait des livraisons des Rafales, maintenant les clients, ceux qui apparaissent comme les clients principaux de la France sont effectivement l'Inde, le Qatar et l'Égypte. Merci. Olivier, si vous pouvez nous faire je profite des questions dans le chat. Profitez du micro. Peut-être compléter la réponse de Thierry sur le retour de l'export. On a beaucoup travaillé sur le sujet. Il y aura un webinaire de la chaire bientôt. Je peux rajouter au complément de ce qu'a dit Thierry, ce que coûterait l'arrêt des chaînes de production, ce que coûterait sans export, ce que coûterait le non-traitement des obsolescences
réalisés par l'export et ce que ne rapporterait pas à l'État les capacités d'autofinancement faites par l'industrie de défense pour aider au développement des produits. Ça fait beaucoup de choses que l'export apporte aux clients français. Question complémentaire de la salle. Je pense qu'il fallait en parler. Le Yémen a interpellé. L'exportation des matériels français et d'autres a posé des questions, des débats. C'est des questions venant, je pense, de la société civile. Est-ce que la France envisage ou pas de prendre en compte l'implication et l'utilisation de ces matériels par des forces ou des pays qui les utiliseraient, je dirais, mal? Et si oui, comment? Comment peut-elle prendre en compte dans son exportation le risque de mauvaise utilisation de ces produits? J'ai beaucoup de questions sur le sujet, je peux le dire. Question difficile, je sais. Écoutez, je vais essayer d'y répondre en prenant une casquette que j'avais il n'y a pas si longtemps, donc une casquette plutôt SGDSN, et d'ailleurs sous le contrôle de mon successeur et du général Durieux. La France fait extrêmement attention et procède avec une attention du plus haut niveau à l'examen de toutes les licences qui peuvent concerner le Yémen. Et chaque dossier est analysé à l'aune de la probabilité, de l'existence avérée ou probable d'utilisation des armements ou des équipements qui peuvent être concernés dans, non pas le conflit, mais dans des violations ou dans des allégations de violation du droit international humanitaire qui pourraient être avérées dans le cadre de ce conflit. C'est-à-dire que je crois qu'il faut distinguer en fait 2 points. Il y a le point de la guerre, et le fait d'exporter de l'armement expose naturellement au fait que ces matériels soient utilisés, et la France, je crois, l'assume. C'est en tout cas la perception que je peux en avoir. La France l'assume. Ce que la France ne veut pas assumer et ne peut pas assumer, c'est le fait que les matériels que l'on vendrait soient utilisés d'une manière non compatible avec à la fois nos valeurs et les règles internationales. Et donc chaque équipement faisant l'objet d'une demande d'exportation est analysé en fonction de ce prisme-là. Ce qui, d'une certaine manière, autorise des exportations qui ne concernent pas, qui ne sont pas susceptibles ou qui ne conduisent pas à des allégations de mauvais usage. Donc celles-là peuvent naturellement être autorisées, et toutes celles qui sont problématiques sont analysées avec encore plus de vigueur. Je ne vous donnerai pas les détails, mais on en a vu passer quelques-unes qui ont fait l'objet de débats très longs entre il faut pas, voilà. Mais in fine, je peux vous garantir, et vous devrez me croire sur parole, que ce que je disais tout à l'heure sur le respect de nos engagements internationaux, de nos règles et autres, est totalement avéré dans le cas des exportations vers le Yémen. Bien, merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Julien, pour cette première table ronde. Vous pouvez les applaudir. Je vous propose un petit break de 10 minutes et retour ici à 16h15 pour reprendre la deuxième table ronde. Merci beaucoup.